C'est une dinguerie de faire autant d'attaques pour faire aussi peu de dégâts. 虎杖悠仁僕が殺します。俺たちはヒーローじゃない呪術師だ。悪いけどまだ死ぬわけにはいかねえんだわ。 Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 2 de Jujutsu Kaisen saison 3. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de fond, donc comme ce que j'aimais, ce que je n'ai pas aimé. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Ok les gars, bon, on commence directement cette critique avec Yuta qui poignarde le cœur de Yuji, exactement là où on s'est arrêté à l'épisode dernier. Et un truc qui est assez bizarre, c'est qu'on voit Sukuna de dos réagir, mais on se dit qu'il réagit sûrement parce que Yuji s'est fait poignarder le cœur. Mais moi, je suis vraiment pas sûr que ce soit ça. Je pense plutôt que c'est le fait que ce soit Yuta qui a poignardé Yuji. Et il a sûrement dû ressentir l'énergie occulte de Yuta. Et là, il a sûrement dû se dire qu'il y a un problème ou que l'énergie occulte de cette personne-là est vraiment forte. Et surtout que c'est littéralement la première interaction entre Yuta et Sukuna. Donc je suppose que Sukuna il s'est dit que la personne en face de Yuji est vraiment pas n'importe qui. On continue les gars dans l'épisode avec le combat entre Shozo et Naoya. Et littéralement les gars, en fait c'est une folie à quel point tu peux mettre autant de... En fait je sais pas comment c'est possible de mettre autant de patates pour aussi peu de dégâts en fait. Parce que sincèrement les gars avec cette scène là, on voit littéralement Naoya, les gars, la scène en plus elle est vraiment bien animée pour le coup je trouve. Littéralement infliger plein de coups de poing à Shozo. Au premier abord on pourrait croire que littéralement ça fait beaucoup de dégâts à Shozo, mais en vrai quand tu regardes tu te rends compte que finalement il n'a pas fait autant de dégâts que ça. Et même si Naoya au premier abord il utilise la technique de son père, si j'ai pas de conneries, qu'on a vu notamment dans la saison 2 auquel il s'est fait cramer par Jogo et qui est mort du coup dans le premier épisode les gars de la saison 3, on voit littéralement Shozo qui a beau se prendre plusieurs coups de poing, bah littéralement réussit quand même à tenir tête à Naoya. Et c'est là que tu te rends compte que Naoya ne maîtrise vraiment pas encore pour l'instant la technique de son père. Et c'est vraiment là où tu te rends compte que les coups de poing de Naoya littéralement n'étaient vraiment pas efficaces. C'est quand Yuta il débarque et fout littéralement une seule, mais quand je vous dis les gars une seule, c'est une seule droite à Shozo et Shozo tombe dans les pommes. C'est vraiment là que tu te rends compte à quel point Naoya est vraiment faible comparé à Yuta et à quel point Yuta est vraiment fort comparé à Shozo et Naoya. Et avant de passer à la suite les gars, je voulais aussi revenir à une petite scène d'animation que je vous avoue pour ma part je suis vraiment pas fan. C'est vraiment ce type d'animation là où franchement c'est assez brouillon, on comprend pas totalement. Je vous avoue que ça m'a vite fait penser à Mahoraga contre Sukuna. Et c'est là que je me rends compte que si on a ce style d'animation encore dans cette saison 3 de Jujutsu Kaisen, moi personnellement je suis vraiment pas fan parce que je trouve que c'est une animation assez brouillon, pas réussie, pas terminée. Et ça je trouve ça vraiment dommage. Mais en vrai, on peut garder espoir parce qu'on voit que littéralement c'est la première partie de la traque meurtrière. Donc en vrai, s'il y a une deuxième partie, je pense pas qu'elle sortira maintenant. Donc ils auront vraiment le temps les gars de la travailler, de la taffer. Je pense qu'elle a sûrement dû être terminée, mais je pense qu'ils vont sûrement travailler sur les petits trucs à régler, les petits trucs à améliorer. Parce que là pour le coup, le moment où il y a Shozo qui utilise sa concentration contre Naoya, c'est pas forcément beau je vous avoue. Faut aussi les gars qu'on revienne au chantage que fait Yuta à Naoya. Ok, il dit littéralement qu'en échange qu'il le soigne, lui, il doit juste dire au conseil qu'il a réussi à buter Itadori. Et c'est vraiment là que tu commences à comprendre que littéralement, le but de Yuta, ce n'est pas vouloir du mal à Itadori, mais littéralement de le protéger comme Gojo aurait voulu protéger Itadori. Et c'est là que je trouve que c'est vraiment beau tout l'apprentissage de Gojo qui se transmet au fur et à mesure à ses élèves. Et un point assez important, les gars, qui se passe aussi durant l'épisode, c'est ce moment-là où littéralement on voit Itadori bébé pendant qu'il était littéralement aux portes de la mort. On voit lui, on voit son père, on voit son papy et on voit sa mère. Mais en fait quand on voit sa mère, on voit littéralement qu'elle a la trace de Kenjaku. Et c'est là qu'en fait tu te rends compte que oui, Shozo n'a pas menti. Et bien évidemment les gars, la mère de Itadori est Kenjaku. Donc ça signifie que littéralement Itadori c'est littéralement un fléau. En soi il a un peu du sang du fléau comme Kamoritoshi, je crois qu'il s'appelle comme ça, a littéralement le sang de Itadori et vice versa. Donc c'est assez bizarre parce que du coup là on sait que du coup Itadori est un des 9 fœtus. On sait littéralement aussi qu'il a le sang de fléau et on sait littéralement aussi qu'il c'est le réceptacle de Sukuna. Donc littéralement le frérot me fait clairement penser à Ichigo dans ce moment-là. Et avant que Itadori les gars se réveille, je vais relever une phrase très importante du grand-père de Itadori qui dit littéralement au père de Itadori de s'écarter de sa femme parce qu'elle est morte, il sait plus elle. Donc lui aussi a capté qu'il y avait un truc bizarre avec cette personne-là. Mais bref. Les gars, là, on va revenir à un des points clés de cet épisode. C'est vraiment le moment où Yuta dit à Itadori que c'était une mise en scène.
et que c'était Gojo lui-même quand il était au Kenya de Ukao, si Gojo il lui arrive un problème, qui veille sur Itadori en priorité et sur ses élèves. Et c'est littéralement ce que Yuta il va faire en guérissant Yuji après l'avoir poignardé et en faisant croire qu'il est vraiment mort au conseil. Et pendant que Yuji parle avec Yuta, littéralement, Fushiguro débarque, ou Megumi, appelez-le comme vous voulez. Mais moi, du coup, je vais l'appeler Fushiguro. Et il débarque et dit littéralement à Yuji de revenir avec lui à l'école. Parce que lui-même, il sait que littéralement, c'est pas de la faute de Yuji, c'est littéralement la faute à eux deux. Donc, c'est pas le moment de s'émouvoir, d'avoir de la peine, de s'en vouloir. Et ça, littéralement, Megumi le comprend directement. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien avec ce personnage. Mais t'as quand même Yuji qui regarde le bon Megumi parce qu'en fait, il sait que Sukuna prépare un plan contre Fushiguro. Donc, il n'a pas forcément envie de rester en contact avec Fushiguro. Mais quand Fushiguro lui dit littéralement qu'il a besoin de son aide parce que sa sœur est impliquée dans la traque mortelle, là, Yuji directement, en tant qu'ami et en tant qu'exorciste, se doit d'aller aider son compatriote. Et là, par contre, les gars, on arrive à un moment où, franchement, on va faire pause. Je vais vous lire parce qu'il y a tellement de trucs à révéler dans ce moment-là, les gars. Entre les règles déjà de la traque mortelle qui sont giga longues, c'est une folie. Donc, on va commencer avec la première règle qui est: après s'être éveillé à son pouvoir, un joueur a 19 jours pour annoncer sa participation dans l'une des arènes. Ça, pour l'instant, rien de plus anormal. Passé ce délai, il se verra retirer son pouvoir. Ok. Si un nouveau joueur entre dans une arène, il déclare automatiquement sa participation à la traque. Donc ça, c'est une dinguerie. Donc si il y a une personne qui débarque, elle te balance dans l'arène, littéralement, t'es un joueur. Ça, par contre, je trouve que c'est une folie. Un joueur obtient des points en notant la vie d'autres personnes. Donc ça, encore une fois, littéralement, on voit littéralement que la traque mortelle, c'est littéralement une putain de chasse à l'homme, les gars. Et moi, personnellement, je vous avoue que cette idée-là de la traque mortelle m'enjaille de fou. Les points ont été attribués aux joueurs par le maître du jeu, qui est du coup, je suppose, Kenjaku, en fonction de la valeur de leur vie. Un exorciste rapporte 5 points, tandis qu'un non-exorciste rapporte 1 point. Ok, donc là, littéralement, on met la barre sur les T et les points sur le I. Littéralement, les gens vont clairement foncer sur les exorcistes en premier. Après, je sais pas si vraiment les non-exorcistes vont avoir un impact dedans. C'est quand même un point, mais est-ce que les gens vont vraiment se ruer sur des non-exorcistes? Ça, franchement, je trouve que ça peut être grave intéressant. Un joueur peut dépenser 100 points pour négocier avec le maître du jeu et ajouter une règle à la traque. Ça, pour le coup, je trouve que ça peut être plutôt pas mal. Moi, je vois bien Megumi utiliser les 100 points pour dire à Kenjaku que sa sœur sort du jeu. Et après, à rajouter une nouvelle règle, je sais pas ça pourrait être quoi pour le coup. La traque elle n'a pas encore commencé, donc en vrai à voir. Le maître du jeu acceptera toute nouvelle règle tant qu'elle ne perturbe pas la poursuite du jeu. Donc ouais, Kenjaku il est vraiment pas bête, il sait très bien ce qu'il fait. Tant que c'est pas des règles en mode si je tue lui, le jeu s'arrête. Il sait très bien Kenjaku que si c'est pas des règles qui l'arrangent, il ne va clairement pas accepter. Et ça, c'est totalement logique. Un joueur se verra retirer ses pouvoirs si ses points n'ont pas varié pendant 19 jours après son entrée ou après l'obtention des points. Donc là aussi, avec ces 8e règles, on nous fait comprendre que si en 19 jours, tu ne fais pas un seul kill, littéralement, tu perds tous tes points. Mais après, du coup, le truc qu'on ne sait pas, c'est avec la traque mortelle, c'est qu'est-ce qui se passe si à la fin du jeu, tu as 0 points? Est-ce que tu te fais tuer? Est-ce que tu... En fait, je sais pas exactement. Pour le coup, je peux pas deviner. Mais personnellement, moi, je vous avoue que les gars, que ça m'intrigue de ouf. Donc franchement, moi, je vous avoue que les gars, pour les règles de la traque mortelle, ça m'enjaille de vous. Je suis vraiment pressé, les gars, de découvrir avec vous cet arc parce que je pense qu'il va être encore meilleur que l'arc de Shibuya. Donc franchement, juste grave pressé. Mais bref, les gars, on va revenir entre la discussion entre Yuta et Itadori, avec lequel il va littéralement dire à Yuta: s'il y a un problème, tue-moi. Parce que là, Sukuna a littéralement 15 doigts en moi. Et la première fois qu'il s'est réveillé, il n'a pas réussi à contrôler Sukuna. Donc là, je pense qu'il y aura un petit ultimatum entre les deux. Je ne sais pas comment ça va se gérer, bien sûr, entre Itadori et Sukuna. Parce que là, littéralement, Sukuna devient de plus en plus fort. Et Itadori a littéralement besoin de contrôler Sukuna. Sinon, ça va vraiment partir en vrille. Et il va faire trop de grabuge. Et comme prévu, Yuta a accepté. Et Itadori a accepté aussi de suivre Fushiguro à l'école. Et là, Fushiguro va littéralement dire quelque chose de très intéressant, les gars. Il dit littéralement à Itadori qu'ils vont retourner à l'école pour aller parler à Tengen pour lui demander de comment ouvrir la lusière du supplice. Donc là, pour le coup, c'est vraiment cool parce qu'on revient un peu à Gojo. Parce que oui, il faut pas oublier que littéralement Gojo est scellé. Et il faut aussi savoir comment le déceler. Parce que sans Gojo, littéralement, plein d'exorcistes vont mourir. Donc ils sont obligés d'aller voir Tengen, les gars, pour savoir comment libérer du Gojo de la lisière du supplice. Et ça, pour le coup, je suis vraiment pressé de savoir s'il y a vraiment un moyen de le libérer ou pas du tout. Là, du coup, ils vont tous aller à
l'école. Et là, il va se passer quelque chose. Ok, j'avais totalement oublié, les gars, mais le personnage de Maki, et oui, effectivement, Maki qui a survécu. Et ça, franchement, les gars, je suis grave heureux parce que personnellement, depuis la saison 1, c'est un personnage que j'affectionne de ouf. Et le fait de la revoir, franchement, les gars, ça fait tellement plaisir. Et en plus, avec toutes ces blessures là, toutes ces brûlures, franchement, elle a un flot de baisers. Je suis pressé de savoir qu'est-ce qu'elle va donner, les gars, dans la suite. Mais franchement, Maki, je pense qu'elle aura un avenir de ouf. Mais le problème dans tout ça, c'est comment réussir à aller parler à Tengen. Parce que oui, les gars, pour aller parler à Tengen, c'est assez compliqué. Parce que tu as plusieurs portes, mais on ne sait pas exactement c'est quelle porte pour ouvrir et aller parler à Tengen. Mais le bon Chozo dit littéralement que quand ils sont partis voir Tengen avec Mahito, ils ont pu y aller parce que lui, il est connecté par rapport à tous ses frères qui sont dans l'endroit bizarre là. Et grâce à ça, il va pouvoir conduire tous les exorcistes à Tengen. Donc ils vont tous commencer à y aller. Et on se rend compte vraiment très vite, les gars, que l'endroit où il y a Tengen, c'est un endroit assez bizarre. Je vois un peu des trucs du genre, déjà des tasses de sang partout. Je sais pas si c'était une référence à Gojo et Geto quand littéralement quand Gojo portait le corps de la fille, je sais plus comment elle s'appelle, qui s'est fait littéralement tuer par Toji. Littéralement, Chozo aussi mettre sa main devant une porte auquel il nous fait comprendre que ses frères est derrière cette porte et qu'il reviendra plus tard. Donc ça, je pense aussi que ça aura une importance par la suite du récit. Et les gars, on termine cette critique avec tous nos protagonistes qui sont littéralement dans l'endroit où c'est censé être Tengen, mais ils ne voient pas Tengen. Et au moment où ils s'apprêtent à faire Jin, Tengen apparaît et leur dit « Vous partez déjà ». Donc déjà, juste avec cette phrase, ça nous met un peu l'accent sur le personnage que ça pourrait être Tengen. Et personnellement, moi les gars, je vous avoue que je suis hype de fou. Parce que je pense que Tengen peut être un personnage, mais même ce serait peut-être l'un des personnages les plus importants, les gars, de l'œuvre de Jujutsu Kaisen. Donc je suis pressé de découvrir avec vous qui est-ce que ce personnage nous cache. Donc je pense, les gars, que je vais m'arrêter à là. Donc les gars, les filles, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.